Avant de vous parler des fonctions manifestes du travail, je voudrais revenir sur le concept même de travail qui est une conception relativement récente, à peu près 300 ans. Si l'on remonte chez les Grecs, chez les Romains, au Moyen-Âge, jusqu'au à peu près 18e siècle en France, on s'aperçoit qu'on classait l'activité humaine selon effectivement différents niveaux, selon la proximité avec les divinités dans lesquelles on croyait selon les siècles. En gros, plus les activités étaient laborieuses, plus elles étaient manuelles, plus elles étaient rémunérées, moins elles étaient nobles, plus elles se rapprochaient des divinités, plus elles étaient spirituelles, plus elles étaient valorisées. Au XVIIIe siècle, avec Adam Smith, on considère effectivement le travail, ce concept apparaît réellement, sous la forme effectivement d'une capacité de production pour produire une certaine richesse et on va le quantifier en temps que l'on peut donner, que l'on peut monétiser. Progressivement, on va aussi y mettre autre chose dans le travail. C'est un concept qui est un peu comme un millefeuille. On va aussi y mettre la dimension d'une œuvre, puisque un ouvrier y met de son âme, une œuvre individuelle, une œuvre collective. Et puis le travail va aussi devenir un enjeu sociétal majeur. L'État s'en mêle, c'est un enjeu de revendication. À travers le travail, on se répartit des revenus. À travers le travail, on se répartit aussi des droits, des temps de travail. Ça va devenir effectivement un enjeu de revendication majeur. Et aujourd'hui, les bouleversements actuels de nos sociétés font qu'on re-questionne à nouveau ce concept de travail pour repartir sur une approche plus extensive, sur des notions qui se rapprochent davantage peut-être des activités d'autrefois, avec un classement naturellement différent. Les fonctions du travail ont été révélées par Marie Jahoda, une femme extraordinaire qui a observé un petit village qui s'appelle Marienthal, situé à côté de Vienne, en Autriche. Un village qui a été construit au XVIIIe siècle autour d'une usine, une filature de coton, qui en 1929, avec la crise, ferme. Et dans ce village qui était en situation de plein emploi, tout organisé autour de cette usine, eh bien, elle décide avec une équipe d'observer ce qui se passe quand on passe du plein emploi au chômage de masse. Alors évidemment, il y a des problèmes d'argent qui se manifestent, et l'argent est la fonction manifeste du travail. Fonction manifeste du travail, c'est-à-dire que quand tout va mal au travail, on dit si je continue à aller au travail, c'est juste pour faire bouillir la marmite. Mais au-delà de ces problèmes d'argent, elle va observer d'autres problèmes dans ce village, ce qu'elle va appeler les fonctions latentes. Et pour comprendre ces fonctions latentes, elle va réaliser un travail ethnologique extrêmement ingénieux en usant de rôles sociaux réels dans le village pour comprendre ce qui se passe au niveau des écoles, ce qui se passe au niveau de la mairie, ce qui se passe au niveau du foyer des jeunes travailleurs, des ouvriers, ce qui se passe dans les commerces, ce qui se passe au niveau médical, etc. pour voir comment se redistribue finalement l'activité sociale de ce village. La première, c'est la structuration du temps. On ne mesure pas à quel point le travail nous permet à peu près de savoir ce qu'on va faire cette semaine, la semaine prochaine, quand est-ce qu'on posera nos vacances. Plus on en fait, moins on en fait, moins on en fait. Et ce qu'elle découvre dans ce village, c'est que ces chômeurs qui ont plus de temps libre font beaucoup moins qu'avant, ont beaucoup moins d'activités. Au niveau de la bibliothèque municipale, ils empruntent 2 fois moins de livres. Ils ont beaucoup moins de représentations de théâtre, ils vont moins avoir d'activités sportives, moins se voir, etc. Donc c'est absolument déterminant. Cette structuration du temps, quelque part, doit combler aussi une certaine angoisse du vide, une certaine angoisse de mort, puisqu'on sait à peu près comment va s'organiser notre vie. Deuxième fonction latente du travail, le travail, l'activité professionnelle est un facteur de réseau social absolument déterminant. Et il n'y a pas 50 réseaux sociaux qui existent. Il y a la famille, il y a le travail, il y a quelques hobbies, ça s'arrête les amis, mais ça s'arrête assez vite. Et le réseau social travail est un facteur de soutien social en cas de coup dur, un facteur d'opportunité professionnelle, mais aussi d'opportunité personnelle, absolument déterminant. C'est sans aucun doute le premier facteur chance dans la vie. C'est aussi un facteur de bonheur, puisque c'est là qu'on peut partager les bonnes nouvelles, les succès, les moments de convivialité. Le travail valorise et révèle nos compétences et nos talents.
Grâce au travail, et je dis souvent aux managers, donnez-vous rendez-vous 10 ans avant, il y a 10 ans, est-ce que vous seriez capable de dire toutes les compétences que vous avez su développer en 10 ans? La plupart d'entre nous en sont absolument incapables. Prendre la parole en public, gérer des projets transverses, gérer des conflits, monter en compétences sur des langues, sur des logiciels, des problématiques diverses. Grâce au travail, effectivement, on s'élève. On a le sentiment de progresser. Le travail participe aussi de la construction de notre identité. Ce qui est assez impressionnant et triste aussi dans cette étude de Marianne Tall, c'est que les chômeurs, 2-3 ans après leur licenciement de l'usine, quand on leur demande de se définir, ils disent chômeurs. 50% ont oublié quelque part leur fonction, leur profession, leurs rôles sociaux, leur position sociale dans le village, et naturellement, ils en souffrent. Le travail nous fournit aussi une certaine estime des autres, une estime de soi à travers les regards qu'on porte effectivement sur nos activités. La cinquième fonction latente du travail, et non des moindres, effectivement, c'est la flexibilité psychique, la souplesse psychique. Le travail nous oblige à devoir travailler justement avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, des collègues, des supérieurs hiérarchiques, des fournisseurs, des différentes parties prenantes. Et du coup, ça entretient la faculté d'adaptation. Et on s'aperçoit que les gens qui sont trop éloignés trop longtemps d'une activité, effectivement, ont tendance à se rigidifier, à avoir beaucoup plus de difficultés à approcher la complexité du monde dans lequel on est. Ces 5 fonctions latentes du travail, finalement, si on les reprend, sont une formidable grille de lecture pour comprendre ce qui se passe dans une organisation. Par rapport à des notions extrêmement floues, qualité de vie au travail, risques psychosociaux, qui ne sont pas définis, avec la Maïf, avec le responsable de la qualité de vie au travail, Ioannis Dandrakis, on s'est dit que c'était une grille pour comprendre qu'est-ce qui était facteur de bien-être et de performance au sein de l'organisation et des équipes auprès des individus, et ce qui au contraire pouvait être une porte d'effraction, facteur de souffrance, de mal-être dans l'entreprise. Si je reprends ces 5 fonctions latentes du travail, une par une, la première, la structuration du temps, c'est effectivement important, sous réserve que j'ai le temps de faire ce que l'on me demande. Attention à ce qu'il n'y ait pas une forme d'hyper-vitesse qui me mette en mal-être, l'extrême étant le burn-out, ou au contraire une hypo-vitesse, et là on pourrait parler même de bore-out, c'est-à-dire l'ennui au point que je me mets à faire des choses qu'on ne me demande pas pour m'occuper. Deuxième fonction latente du travail, on parlait de réseau social. Attention au sein de l'organisation et des équipes de préserver les collectifs de travail. Toute la question du système d'évaluation des performances est un sujet sensible. Comment ne pas trop individualiser les performances pour valoriser l'effort collectif facteur de soutien social et qui va permettre de rattraper quelqu'un qui ne se sent pas bien, que ce soit au niveau personnel ou professionnel dans l'entreprise. Troisième facteur, on a dit que le travail était également un facteur de révélation des compétences. Encore faut-il que l'entreprise puisse accompagner cette montée en compétences. Très important quand on délègue une tâche que la personne puisse s'élever au niveau de la tâche effectivement qu'on lui demande, qu'elle soit en capacité de la faire, avec l'autonomie qui lui permet de le faire aussi. Important aussi de pouvoir reconnaître cette compétence qui a été développée. Or aujourd'hui, et c'est un véritable problème dans toutes les entreprises, plus de 2/3 des managers, par exemple, ne se sentent pas reconnus pour ce qu'ils font. On a dit aussi que le travail était un facteur de construction identitaire. Et là, effectivement, c'est un sujet très sensible. Comment ne pas porter atteinte à l'identité professionnelle des acteurs de l'entreprise qui ont à cœur le travail bien fait? Comment les associer aux transformations de leur métier? Comment faire en sorte que ce qu'ils font soit adapté au travail réel, aux normes, aux usages de leur métier? Comment ne pas porter atteinte aussi à leur position sociale, leur rôle social dans l'organisation sans les associer, car on peut atteindre parfois de véritables séismes identitaires qui peuvent être assez tragiques. Enfin, dernier élément, la souplesse psychique, oui encore jusqu'à un certain niveau. Attention à ne pas
générer une surcharge de travail chez des acteurs qui se donnent trop ou qui effectivement ont du mal à dire non. Se donner au travail, ce n'est pas non plus se sacrifier, disait déjà Marcel Mauss dans les années 30, et l'organisation a aussi une responsabilité à ce niveau-là. Tout ce qu'on vient de voir sur le travail se décline d'une manière plus générale sur l'activité humaine, et on peut faire une transposition aussi vers les personnes, par exemple, qui partent à la retraite. Quand je quitte mon activité professionnelle, comment retrouver ces 5 fonctions latentes dans mon activité de retraité, comment effectivement conserver ce même épanouissement et ce même équilibre de vie.